Quand la ministre m'a confié cette mission, au départ, elle avait, et la lettre de mission en atteste, elle était liée à la question de la représentation et au développement des modes de représentation des usagers dans les établissements de santé. Et puis, au cours de la mission, il nous est apparu que deux éléments devaient être regardés de manière complémentaire et prioritaire, à la fois ce qui se passait sur ces questions de représentation dans le secteur médico-social, et puis d'essayer de réfléchir, puisque était venu le discours du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre à Grenoble, sur les parcours de soins et les parcours de santé, et donc de regarder ce qu'il en était du territoire et de quelle manière on pouvait aussi penser cette question de la représentation des usagers sur les territoires dans notre pays. Voilà, donc la mission, elle a été étendue. Voilà, juste pour vous situer les choses. Ce rapport, vous n'êtes pas sans ne pas vous en être fait la réflexion, j'imagine, il s'appelle l'an 2 de la démocratie sanitaire. Et comme vous le disiez, monsieur le directeur, il y a eu un an 1. Cet an 1, c'est les lois de 2002, et en particulier la loi du 4 mars 2002 dans le secteur sanitaire, qui a mis en place un double mouvement, un mouvement de reconnaissance des droits individuels des personnes malades, le droit à l'information, le droit aux soins, le droit à l'indignité, au respect d'un certain nombre de prérogatives des personnes malades et des usagers du système de santé, et qui les a posés en termes de droits, les juristes diraient des droits subjectifs, c'est-à-dire des droits reconnus aux personnes, qui découlent de leur statut et pas des obligations des professionnels. Et puis la deuxième partie importante dans cette loi de 2002, ça a été les mécanismes de droit collectif. Et on est un certain nombre à avoir fait le constat, alors j'ai bien entendu, vous l'avez répété à plusieurs reprises les uns et les autres, que les représentants des usagers sont ni des emmerdeurs ni des plantes vertes. Il faut parfois qu'ils soient un peu quand même des emmerdeurs. Enfin moi je le reconnais, je le vis un peu comme ça parfois. Parce qu'aujourd'hui, l'un des enjeux qu'on a dans notre système de santé, c'est l'effectivité de ces droits. C'est comment mettre en œuvre réellement ces éléments de démocratie sanitaire. C'est vrai qu'ils ont été posés par la loi, qui sont rentrés plus dans les faits avec la loi de 2009 HPST, notamment dans les mécanismes de coopération et de travail en commun au sein des différentes instances, dans la gouvernance des agences, mais dans les établissements de santé, dans les territoires, dans l'ambulatoire, dans la médecine de ville, dans les établissements médico-sociaux, enfin dans toutes les arcanes de notre système, mais aussi dans tous les lieux de vie que fréquentent les usagers du système de santé, cette effectivité est parfois mise à mal. Et donc l'idée de ce rapport, c'est aussi, en réclamant un an 2 de la démocratie sanitaire, c'est de dire, voilà, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être posées aujourd'hui pour que cette démocratie sanitaire soit plus effective dans notre système de santé. Et quand je dis plus effective, c'est à la fois ce que je viens d'évoquer là autour du respect des droits, mais c'est aussi la mise en place d'instances de collaboration, de lieux de travail, d'échange autour des questions de santé. Et peut-être que pour ceux qui ont lu le rapport ou qui ne l'ont pas encore lu, sachez que le fil rouge qui nous a occupés dans les travaux de cette mission, ça a été cette question de l'effectivité. Et voilà, comment on passe d'un système qui a posé les règles de la participation des usagers, de l'existence de droits reconnus aux personnes malades et aux usagers du système de santé, à la réalité de ces pratiques-là et à la co-construction des politiques de santé. J'ai bien aimé le terme que vous avez employé, de dialogue exigeant, mais voilà, comment on pose les conditions pour que ce dialogue exigeant existe et produise des résultats dans le système de santé. Et donc pour ce faire, on a proposé à la ministre 9 recommandations qui sont à la fois distinctes et en même temps qui forment, je l'espère, un tout autour de cette question des mécanismes de participation et d'augmentation de cette collaboration entre les usagers et les professionnels de santé. Et donc ces 9 recommandations, je vais essayer de vous les présenter. On me demande souvent, lorsque je présente ce rapport,
quelle est la recommandation la plus importante. Voilà, on en a fait 9, on n'en a pas fait 10, on n'en a pas fait qu'une non plus. Et si elles sont liées, je viens de vous le dire. La première est sans doute celle qui a été, en tous les cas pour moi, qui est une des plus déterminantes. C'est la mise en place de mécanismes de concertation obligatoire. Donc la recommandation 1, mettre en place dans le système de santé, aussi bien au niveau médico-social qu'au niveau sanitaire, un mécanisme de concertation obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre système de santé, il y a un certain nombre de projets, d'établissements, de politiques de santé, d'axes de travail, d'actions proprement dites, qui ne sont pas concertés avec les représentants des usagers et avec les associations, et qui intéressent au premier chef, bien évidemment, la population et les usagers du système de santé. Ce constat, on est un certain nombre à le partager, à dire que même si la loi est là, même si les textes sont là, même si la réglementation est là, il reste encore des zones de difficulté pour ce travail ensemble. Et l'une des propositions est donc d'identifier là où les usagers sont plus pertinents. Pour certains des acteurs, soit on voit les usagers partout, c'est un peu l'histoire de l'usager alibi, soit on voit des usagers nulle part, soit on voit des usagers dans quelques endroits. Et donc nous, on a essayé d'identifier, dans le cadre de cette mission, d'identifier assez précisément là où les usagers sont importants, là où les usagers ont une réelle plus-value. Et je vais un peu plus loin en imaginant que s'il n'y a pas cette concertation obligatoire, s'il n'y a pas cette concertation, eh bien que les agences, par exemple, les ARS, puissent en faire un élément de légalité de la décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le projet arrive, que l'agence, ce projet lui est soumis, un projet d'établissement, un projet de réorganisation, un projet d'instance, de création sur un territoire donné, et que cette concertation préalable n'a pas eu lieu, et bien que le projet ne soit pas accepté en tant que tel. Voilà, donc c'est, vous le voyez, un mécanisme qui est important, dans l'idée en tous les cas que nous en avons, c'est de rendre indissociable une phase de co-travail obligatoire entre les administrations, les professionnels et les usagers. Et bien évidemment, ça implique de reconnaître que les usagers ont une vraie plus-value et une autonomie dans cette construction qui pourrait devenir une construction commune. Ça, c'est la recommandation 1, et vous l'imaginez, elle est importante. La recommandation 2, elle fait un peu parler en ce moment. Elle ne suscite pas forcément une adhésion totale de l'ensemble des professionnels et des instances. C'est d'essayer de positionner les représentants des usagers dans les lieux de décision. Là aussi, ce serait une innovation importante, ce serait une mesure symbolique forte, et une innovation importante, c'est par exemple ce qui a été soutenu par les directeurs généraux des CHU, qui en ont fait la proposition, un peu à notre étonnement, je dois le dire, de positionner des représentants des usagers dans les lieux de gouvernance, et en particulier dans le directoire des établissements de santé. Et ce que nous proposons, c'est d'expérimenter dans des établissements volontaires l'ouverture du directoire aux représentants des usagers. Vous le voyez bien, c'est une mesure symbolique forte parce que ça, d'une certaine façon, marquerait que la question de la participation des usagers n'est pas une politique de gadget, ce n'est pas un gadget. Ça marquerait bien évidemment une innovation, ça marquerait aussi qu'il y a une vraie compétence possible, mais ça obligerait bien évidemment les représentants des usagers dans ces fonctions-là à une disponibilité, un engagement, une compétence forte. Donc c'est un enjeu aussi bien autant pour les établissements de santé, autant pour les agences que pour le mouvement des représentants des usagers. Donc recommandation 2. La recommandation 3, elle est plus spécifiquement liée aux établissements de santé. Elle concerne la réforme de la crue.
Vous le savez, vous y siégez pour un certain nombre d'entre vous. Aujourd'hui, dans les établissements de santé, existe, depuis la loi de 2002 et les décrets qui ont suivi, la commission de relations avec les usagers et la qualité du système de santé, qu'on appelle dans notre jargon les uns et les autres la CRU, la CRUPEC, la CRUPC, enfin voilà. Donc la première chose qu'on propose, c'est déjà de changer le nom. Parce que le jargon c'est un peu compliqué pour tout le monde, et surtout au-delà de la question du jargon, c'est qu'on voit bien dans le bilan que nous avons fait dans le cadre de cette mission que c'est totalement invisible pour les usagers du système de santé. Voilà, donc une des premières choses, ce serait de changer le nom, et on propose tout simplement que ce nom soit la commission des usagers, la CDU. Voilà. Ça fait un peu parti politique allemand, peu importe, mais l'idée c'est d'avoir un terme lisible, précis, simple et transparent pour l'ensemble des acteurs et des usagers du système de santé, parce que la CRU c'est aussi très abscon pour un certain nombre de professionnels. Au-delà de cette question sémantique, qui peut paraître anecdotique mais qui ne l'est pas à mon sens, nous proposons un élargissement des missions de la CRU, avec un positionnement renforcé de cette instance, puisque là aussi les éléments de bilan qu'on trouve dans le rapport montrent bien qu'elle n'est pas lisible, pas visible, pas bien positionnée, et surtout pas en lien avec les autres instances de l'hôpital. Je ne sais pas si vous en faites le constat, si vous avez cette expérience-là, mais dans un certain nombre de CRU aujourd'hui, siègent les membres obligatoires. Avoir le président de la CME, c'est compliqué. Avoir parfois le directeur de l'établissement, le directeur général, quand il s'agit de CHU, c'est très compliqué. Et donc, c'est renforcer le positionnement de cette instance au sein des établissements et le positionner sur ce qui, à notre sens, est la question majeure, c'est la sécurité et la qualité des soins. Et donc renforcer les liens avec la politique qualité de l'établissement, avec la gestion des effets indésirables, et donc faire vraiment évoluer ces missions sur la question de la gestion des risques et de la politique qualité. Il ne s'agit bien évidemment pas de revenir sur la gestion des plaintes, mais d'inscrire cette question de la gestion des plaintes dans la politique qualité de l'établissement et de gestion des risques, parce qu'il nous semble que c'est là où les usagers ont une plus-value, et c'est là, bien évidemment, où se posent les éléments centraux de la politique d'un établissement et de la politique d'accueil et de prise en charge des usagers. Voilà, bien évidemment, tout ça, c'est détaillé dans le rapport. Parce qu'il y a un certain nombre de prérequis méthodologiques, de liens à constituer, de mettre en place aussi des éléments de suivi de cette politique-là. Et puis, mais je pense que Véronique Gady en parlera tout à l'heure, c'est de renforcer l'évaluation de cette évolution de la CRU par la politique de certification des établissements. Recommandation 4, c'est favoriser le travail en commun entre les usagers et les soignants au plus près des personnes malades. Donc vous le voyez, la première recommandation était sur des mécanismes de travail, la deuxième était sur les questions de gouvernance, la troisième dont je viens de vous parler était sur la politique qualité, et la quatrième est sur finalement comment on essaye de mettre en place un mécanisme culturel plus évident, plus étroit, plus important de travail entre les professionnels et les usagers dans les établissements de santé. Et ça concerne la représentation des usagers, mais bien au-delà de la représentation des usagers. Parce qu'il y a aujourd'hui dans les établissements de santé, en France, des associations, des acteurs associatifs qui ne sont pas nécessairement des usagers et des représentants d'usagers, pardon. Et donc il faut que ces acteurs associatifs présents dans les établissements de santé puissent participer de manière plus étroite à la vie des établissements de santé et être plus impliqués dans les projets, dans les actions des établissements de santé. Il n'y a pas qu'une seule catégorie d'usagers dans les établissements de santé, dans le système de santé aujourd'hui. On a tendance, et la journée concerne les représentants des usagers, donc je ne vais pas dire,
minorer l'importance de cette représentation des usagers, mais il y a aussi les autres acteurs associatifs qui sont présents et qui ont toute vocation et pertinence à travailler sur un certain nombre de projets ou des services des établissements. Quand on a à travailler sur la question de la douleur dans un établissement, quand on a à travailler sur les questions d'accueil, de modalités de prise en charge, sur les questions autour de la fin de vie, on n'a pas besoin forcément de représentants des usagers, on a besoin de gens qui ont une expertise et une connaissance sur ces questions-là, et il faut donc que ces mécanismes de collaboration soient développés. Au service de cette acculturation, c'est comment on permet aux usagers, aux professionnels de développer ces synergies, ces modalités de collaboration. Et un des prérequis extrêmement importants, et nous en avons fait une recommandation, c'est la recommandation numéro 5, c'est de développer une politique de formation et de recherche sur ces questions de participation des usagers. Et cette politique de formation et de recherche, on a communément l'habitude de dire qu'elle concerne prioritairement les usagers, et nous avons dit dans le rapport que cette politique de formation, elle doit aussi concerner les professionnels. C'est difficile et compliqué d'un point de vue d'usager de travailler avec les professionnels, mais c'est aussi très compliqué, je dirais même peut-être plus compliqué de leur part, de se mettre dans des mécanismes de travail et de coopération avec des usagers. Et donc il y a une nécessité de former les professionnels à ce travail avec les usagers. Et donc c'est la recommandation 5, ça passe par différentes hypothèses de travail qui sont à la fois de développer, un peu comme on fait un certain nombre de pays étrangers, la présence de personnes ressources, d'usagers ressources dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, de développer dans les universités et dans les lieux de formation des professionnels une présence des usagers. Ça a été fait là aussi dans un certain nombre de pays. Et puis de faire que tous les instituts de formation qui aujourd'hui, qu'on soit en formation initiale ou en formation continue, fonctionnent, existent, s'emparent de ces questions et forment leurs professionnels et les usagers sur ces dynamiques de coopération et de collaboration. Et puis ça suppose aussi, mais je crois que vous l'avez pensé et mis en œuvre, en tous les cas ici au CISPACA depuis un certain nombre de temps, c'est de développer des formations conjointes, professionnelles et usagers sur un certain nombre de disciplines. Et puis de développer de la recherche sur ces questions-là, parce que là aussi, on est très faible dans notre pays sur cette question des recherches collaboratives entre professionnels et patients sur un certain nombre de travaux. Voilà, une fois qu'on est sorti de la dynamique établissement, une fois on s'est posé la question, je vous le disais tout à l'heure en propos liminaire en vous disant que la mission avait été étendue à la question du territoire, c'est que les gens, quand ils sont malades, quand ils sont usagers du système de santé, ils ne sont pas toujours à l'hôpital, ils ne sont pas toujours dans les établissements médico-sociaux, ils sont aussi chez eux, ils sont aussi chez le médecin de ville, ils sont aussi avec un professionnel du soin à domicile, enfin voilà, ils sont ailleurs que dans les établissements de santé. Or, le système aujourd'hui, en matière de défense des droits, a été conçu principalement sur les lieux de prise en charge en établissement. Et donc, on a imaginé que cette action des usagers, elle a commencé à se construire, mais elle doit se développer autour des territoires, au niveau des territoires de santé. Et là aussi, sous deux aspects. Un aspect qui est la question de la gouvernance. Il y a le rapport de Bernadette de Victor qui est sorti là, il y a quelques semaines sur cette idée du territoire et de la création de conseils locaux en santé. Il s'agit de faire que ces conseils locaux aient une gouvernance qui soit une gouvernance partagée entre professionnels, élus et représentants des usagers. Et puis qu'on essaye de penser à la question de la défense des droits dans ces territoires. Aujourd'hui, je le répète, mais je crois que c'est vraiment important d'avoir bien ça à l'esprit, les mécanismes législatifs et réglementaires n'existent en matière de défense des droits qu'au niveau des établissements de santé.
le conseil de la vie sociale dans les établissements médico-sociaux n'est pas un espace de défense des droits, c'est un espace qui s'occupe, et c'est important, de la vie quotidienne, de l'organisation de la vie d'un établissement, de la place des résidents dans ces établissements médico-sociaux, mais pas de la question des droits et de la défense des droits. Et si on en veut pour preuve, c'est la difficulté dans un certain nombre de ces établissements à faire sortir toutes les questions d'atteinte aux droits et en particulier de maltraitance. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est que dans le monde sanitaire, on peut faire une lettre de plainte, une lettre de doléance quand on a l'impression d'avoir été méconnu dans ses droits, quand on est pris en charge par un médecin de ville, quand on est pris en charge dans un service de soins à domicile, quand on est, quand on est chez soi, ces dispositifs-là ne s'appliquent pas. Et donc l'idée que nous avons eue, c'est de permettre de créer un espace de respect des droits des usagers qui serait commun sur un territoire particulier, territoire qu'on a plutôt imaginé comme des territoires plus petits que les territoires départementaux et qui permettrait aux usagers de la médecine ambulatoire, aux usagers des établissements médico-sociaux ou à leurs familles, d'éventuellement de porter une doléance, une plainte lorsqu'il y a méconnaissance de leurs droits. À travers cette idée du territoire et d'un espace de défense des droits, c'est aussi essayer de résoudre une question, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler pour certains qui ont cette expérience-là, de résoudre le problème un peu insoluble dans lequel on est aujourd'hui, qui est d'avoir des structures de médiation qui sont tout sauf de la médiation, puisqu'elles sont exercées par des professionnels des établissements. Or, la médiation, c'est par principe faire intervenir un tiers à la situation difficile. Et là, on a tout le contraire, puisque dans la plupart des cas, parfois avec bonheur, parfois avec moins de bonheur, les médiateurs sont des personnalités, en général des médecins à la retraite, dont on prolonge l'activité pour exercer cette fonction de médiation dans les établissements. Et donc, c'est construire un système de médiation qui pourrait être dégagé de l'établissement et qui pourrait s'exercer, intervenir à la demande des équipes professionnelles ou des usagers. Recommandation 7. Je vous disais tout à l'heure, quand on me demande toujours quelle est ma recommandation essentielle, j'ai la 1 et j'ai aussi envie de dire la 7. Mais c'est aussi celle sur laquelle je suis peut-être le moins satisfaite, c'est la recommandation qui concerne la question des plus vulnérables. Être représentant des usagers, c'est une fonction compliquée, difficile. Certes, on peut dire avec force qu'on n'est ni des alibis, ni des plantes vertes, ni des emmerdeurs, mais on est quoi au juste dans les établissements aujourd'hui? On est quoi au juste? Et quand on a toutes ces compétences physiques, psychologiques, c'est parfois difficile d'exercer cette fonction-là. J'imagine que vous êtes un certain nombre d'entre vous, à vous être retrouvés un jour dans un conseil de surveillance ou dans une crue où d'un seul coup tous les regards se tournent vers vous parce que vous avez eu l'outrecuidance de vous opposer à quelque chose ou de dire que vous n'étiez pas d'accord. Voilà, donc comment on exerce cette mission valablement quand on est les plus petits, les plus malades, les plus vulnérables, les plus handicapés, les plus malades psy, enfin les plus quoi. Voilà. Comment on peut exercer et faire valoir ses droits dans ces conditions-là et comment on peut être amené à représenter le point de vue de ces personnes-là. Et donc on s'est attaché à essayer de regarder, notamment dans le domaine du handicap, notamment auprès des associations qui travaillent sur la grande pauvreté, auprès des acteurs de la santé mentale et des associatifs. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait essayer d'imaginer pour permettre que ces plus vulnérables puissent faire valoir leurs droits de manière et plus être représentants de manière plus importante. Et donc on a dans le rapport tenté de montrer qu'il y avait quelques expériences qui pourraient être intéressantes. Alors j'en cite 2 parce qu'elles nous ont marqué, elles nous ont semblé intéressantes. C'est par exemple le dispositif en santé mentale qui se passe en Hollande avec l'idée de la personne de confiance.
pas la personne de confiance telle qu'elle est écrite dans la loi de 2002, mais une vision plus large, hein, qui est de systématiquement, en particulier lorsqu'on a une hospitalisation sous contrainte, de faire intervenir une personne de confiance qui va permettre de faire entendre la voix de la personne qui est à la fois confrontée à des troubles mentaux et qui, a donc, qui est sous le coup d'une hospitalisation sous contrainte. On voit en Hollande combien cette initiative a permis de faire, par exemple, transformer les hospitalisations sous contrainte en hospitalisation libre. C'est pas anodin, et c'est, je pense, un élément assez majeur. Voilà, donc on pourrait essayer d'imaginer des situations comme ça, sachant que cette personne de confiance pourrait aussi bien être un usager, un associatif, et aussi un professionnel. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Une autre initiative qui nous a semblé intéressante, c'est d'essayer de faire le point sur l'expérimentation qui est en cours aujourd'hui sur les médiateurs PAIR, PAIR, en médiateurs de santé PAIR, c'est-à-dire des personnes malades qu'on forme, hein, qui ont un DU en médiation et qui vont être des salariés dans les équipes de santé mentale. Il y en a quelques-uns aujourd'hui qui fonctionnent en France avec beaucoup de difficultés à certains moments, mais aussi beaucoup de bonheur. Voilà. Et puis, essayer de développer aussi la présence de tiers qu'on pourrait appeler des médiateurs, des pairs, des passeurs auprès de ces populations vulnérables. Voilà. Recommandation 8. C'est une recommandation qui concerne l'ensemble du système de santé. C'est comment, au-delà, je vous l'ai dit, de ces questions de gouvernance, de ces questions d'instance, de la reconnaissance de la fonction associative, de la place et de la valeur ajoutée des usagers, comment on construit une politique de représentation des usagers dans les instances de santé qui soit plus forte, qui soit consolidée. Public, dans les agences nationales, on a de la participation assez systématique dans un certain nombre d'instances, on a d'autres instances où la participation des usagers est très insuffisante. Voilà, comment on construit une politique en la matière de participation des usagers dans les agences nationales de santé qui permettent de peser vraiment sur les arbitrages au même titre que les autres parties prenantes. On s'est intéressé dans le cadre de cette mission aux questions de santé, au secteur de la santé, mais aussi au secteur de l'environnement. On a regardé, on est dans un champ, par exemple, dans l'environnement, où on a des politiques publiques, on a des acteurs privés, on a des acteurs associatifs, on a des établissements, on a des entreprises, on est dans un secteur comparable sur les modalités d'organisation, même si les sujets ne sont pas exactement identiques, même si les liens sont de plus en plus forts quand on pense aux questions d'environnement, bien évidemment, et de prévention. Et quand on regarde ce secteur-là et on regarde la façon dont il a évolué, on voit bien qu'un des éléments forts qui a fait évoluer ce système, c'est de reconnaître à l'ensemble des parties prenantes une même place pour peser sur les arbitrages et les décisions qui sont prises. On n'en est absolument pas là dans le système de santé, juste c'est une anecdote, mais elle est, je trouve, extrêmement importante et révélatrice. Il y a quelques mois, le responsable du comité économique du médicament a dit qu'il ne voulait pas de représentants des usagers dans son instance parce qu'ils allaient dévoiler les secrets industriels. Voilà. C'est une façon assez élégante de penser la place des usagers. C'est sa conception d'élégance, on va dire ça. Toujours est-il que vous voyez bien qu'à travers cet exemple-là, il est anecdotique et un peu risible, surtout pour lui. On voit bien que cette question-là n'est pas encore aboutie totalement dans les instances de santé. Et donc, la proposition que nous faisons, c'est d'essayer de construire une politique un peu cohérente et homogène sur cet aspect-là. Dernière recommandation, et je pense qu'elle va vous intéresser au premier chef, c'est la recommandation 9, donc de donner les moyens de la participation aux usagers et aux citoyens. Qu'est-ce qu'on a voulu dire avec cette recommandation 9 ?
La première chose, c'est qu'il faut un statut des usagers, des représentants des usagers. C'est un aspect qui a fait consensus, aussi bien de la part des professionnels que de la part des associatifs. Alors pas sur tout, hein, mais en tous les cas, sur la perception qu'il faut aujourd'hui un statut des représentants des usagers, cette position est très largement partagée par toutes les instances professionnelles, quelles qu'elles soient, que nous avons pu rencontrer dans le cadre de la mission. Pourquoi cette position elle est partagée? Elle est partagée sur un constat qu'on est les uns et les autres à faire, qui est que d'un point de vue sociologique, on a une représentation des usagers aujourd'hui qui est biaisée, et qui est biaisée parce que les gens sont trop âgés. Pardonnez-moi de le dire aussi de manière un peu caricaturale, mais voilà, on a et puis un des représentants associatifs que nous avons auditionné disait: il ne faudrait tout de même pas que la représentation des usagers devienne l'apanage de vieux monsieur et de vieilles dames un peu riches. Voilà. Voilà, je vois que ça fait écho dans la salle. Un peu riches, alors pas forcément très riches, mais en tous les cas, qui ont la capacité d'utiliser leur voiture personnelle, donc ils en ont une, de faire des déplacements, de faire l'avance d'un certain nombre de frais, enfin voilà, les choses qu'on connaît les uns et les autres. Voilà, donc on a une représentation des usagers. Et puis l'autre point de vue que moi je défends et que j'ai longuement argumenté auprès de la ministre, parce que cette question du statut des représentations des usagers vient tout de suite en écho à une crainte que les associations partagent, mais que la ministre aussi partage, de la professionnalisation des usagers. Moi je dis très clairement que les usagers, les représentants des usagers ne sont pas des usagers comme les autres. On peut essayer de les comparer à d'autres acteurs associatifs. On m'a parlé par exemple de la question des représentants de parents d'élèves, sauf que les représentants de parents d'élèves, ils sont représentants de parents d'élèves, point à la ligne. Ils ne sont pas représentants d'une association agissant pour une cause particulière, et au-delà de cet engagement personnel dans une cause particulière, ils sont en plus représentants des usagers pour l'intérêt collectif. Et donc comment on cumule cette fonction individuelle, personnelle, d'engagement qu'on a pris les uns et les autres au regard de ce qu'on a vécu, de ce que nos proches ont vécu, et cet engagement pour défendre l'intérêt général dans les établissements, qu'ils soient médico-sociaux ou qu'ils soient sanitaires, ou bien maintenant sur le territoire. Voilà, donc comment on dépasse cette question-là du risque de la professionnalisation, en reconnaissant la particularité de cette représentation des usagers et de ce double engagement, et comment on conforte cette représentation des usagers qui, et je le dis souvent parce que je trouve que dans notre société aujourd'hui, où on se plaint beaucoup de l'individualisme renforcé, on a là une catégorie de gens dont vous faites partie, qui non seulement se sont engagés par rapport à une situation particulière qu'ils ont un jour rencontrée, mais se sont aussi engagés pour défendre l'intérêt général. Et donc comment on facilite cette défense de l'intérêt général, et comment on la facilite aussi sur le plan matériel. Donc la position de consensus sur laquelle on est arrivé, en particulier avec les associations dans le cadre de cette mission, ça a été de proposer l'application d'un mécanisme d'indemnisation uniquement pour les gens qui ont une perte d'activité du fait de leur engagement de représentant des usagers. Donc ça ne concerne pas les gens qui ne demanderont pas à bénéficier de cette indemnisation, ça vous paraît évident bien évidemment, mais aussi tous ceux qui par ailleurs ont par exemple une pension de retraite, quelle qu'elle soit, mais ça concerne bien les gens qui sont en activité professionnelle et qui, du fait de cet engagement de représentant des usagers, sont en difficulté et ont une perte d'activité. Voilà. Mais cet engagement qu'on demande à la collectivité de soutenir et de financer ce mécanisme de représentation des usagers, il impose un certain nombre de devoirs qui sont notamment l'inscription dans un parcours de formation, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont la limitation du nombre et de la durée des mandats. On a vu aujourd'hui un certain nombre de représentants des usagers qui ont plusieurs mandats, je dirais trop de mandats, pour exercer valablement leurs fonctions.
Ça implique aussi quelque chose qui se fait de manière extrêmement anecdotique, et c'est à mon avis extrêmement grandement dommageable, qui est l'absence de lien suffisant entre les représentants des usagers et leur association d'appartenance, comment on inscrit ces retours de mandat, comment on transmet aux autres représentants associatifs ce qui se passe dans un établissement de santé sur un territoire donné. Enfin, voilà, comment on inscrit cette représentation des usagers dans une liaison fonctionnelle plus importante avec les associations. Ça, c'est la première partie de cette recommandation numéro 9. Et puis la deuxième, alors qui là aussi fait un peu parler d'elle, c'est la création d'un mouvement des usagers et des associations de santé. Alors vous allez me dire, mais on a le 6, on a le 6, on a les 6 régionaux, certes. Certes. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la création de ce mouvement des usagers. J'ai fait le constat que je partage, je crois pas, avec un certain nombre d'acteurs associatifs aujourd'hui, de dire que la question de la régionalisation, du développement en région est encore aujourd'hui insuffisant et que c'est peut-être une des faiblesses actuelles du collectif interassociatif. Il faut permettre que ces associations soient plus visibles, qu'elles soient plus nombreuses. Hein. Je le dis toujours, le 6, c'est une petite partie des associations, mais pas toutes les associations. Et donc, il faut les rendre visibles et les rassembler. Je pense qu'une des difficultés qu'on a aussi dans le mouvement associatif santé aujourd'hui, c'est l'absence de mutualisation de moyens humains, de moyens logistiques, de moyens organisationnels. Et donc, comment on crée cette espèce de plateforme associative qui permettrait de répondre à ces questions-là. C'est bien évidemment, je viens d'en parler, comment on soutient et on finance ces mécanismes de démocratie sanitaire. Et puis, et ces dispositifs de formation. Et puis, un point essentiel qui n'existe que très peu aujourd'hui dans notre pays, comment on associe les citoyens à ce qui se passe globalement dans nos associations, dans nos fonctions de représentants des usagers. Ils sont très loin de ça, ils sont très peu au courant, c'est très peu visible, c'est très peu lisible. Et donc, là aussi, contrairement à d'autres pays, dans le rapport, il y a toute une partie des travaux qui concernent les expériences étrangères. Et on voit bien que dans d'autres pays, ont été développés depuis un certain nombre d'années, et parfois depuis longtemps, des mécanismes d'association des usagers et des citoyens aux politiques de santé, en Angleterre, il suffit de ne pas aller très loin, mais aussi au Brésil, mais aussi au Canada, en Australie, dans les pays anglo-saxons. On a ces mécanismes de mise à contribution, de collaboration avec le citoyen, pour que les choix de santé qui sont opérés dans nos pays et les choix qui sont à venir vont être importants, notamment sur tout ce qui concerne la protection sociale et le financement de l'assurance maladie et du système de santé, ces questions-là soient débattues avec l'ensemble des citoyens. C'est bien évidemment une mission des agences, des ARS, mais assez peu mise en œuvre. Et mise en œuvre sans méthodologie vraiment de débat public, de concertation, de conférences citoyennes. On est très très en retard sur ces questions-là. On l'est sur les politiques d'équipement. Il y a une commission nationale du débat public en France qui s'occupe des routes, des TGV, des transports ferroviaires, des implantations d'usines et de structures dangereuses. Nous ne l'avons pas dans le système de santé. Voilà. Et donc c'est une initiative qui pourrait aussi être importante pour faire évoluer le système de santé. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je vais m'arrêter là, peut-être. Merci.